Cet après-midi, vous l'avez compris, on est sur l'environnement c'est notre fil rouge, on va dire. Hein. C'est comment la tuile et la brique s'inscrivent concrètement dans la transition environnementale. On va commencer avec Frédéric Aurine, qui est à côté de moi. Frédéric est chercheur, ingénieur au CNRS, c'est ça Géosciences Paris-Saclay, mais vous allez nous expliquer ce que vous faites en prenant un micro, s'il vous plaît. Donc, Frédéric, présentez-vous et présentez votre travail, pas le travail que vous avez fait, mais votre environnement de travail. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'être dynamique juste après le repas. Donc, actuellement et depuis 2016, je suis ingénieur d'études CNRS au laboratoire Géosciences Paris-Saclay. En fait, j'ai une formation de base de géologue, ce qui m'a amené à parler des matériaux argileux, mais depuis 2016, je fais les analyses chimiques sur des échantillons qui vont de l'eau de rivière à la roche, en passant par d'autres types de matériaux plus exotiques pour des géologues, mais du coup, j'utilise un spectromètre de masse, je fais des analyses chimiques du coup sur des échantillons liquides et solides. Une grosse partie de mon travail en ce moment, c'est des datations. Quand vous entendez parler d'âge de la Terre ou de roches qui viennent de la région parisienne, il y a peut-être des chances que ce soit moi. Alors là, on va voir avec vous le travail que vous avez réalisé avec l'argile, et on va voir pourquoi l'argile et en quoi, surtout l'argile est un matériau naturel et renouvelable, ce qui n'était pas évident dans la tête de tout le monde. Exactement. Alors, vous avez vu sur le titre de ma présentation, je ne parle pas d'argile, mais de matériaux argileux. C'est mon côté un peu strict et géologue, puisque alors en fonction du géologue que vous allez rencontrer, vous aurez les argiles qui correspondent à une taille de grain, et d'autres géologues qui vont vous parler de minéraux spécifiques qui vont appeler avec un nom barbare à beaucoup de syllabes les phyllosilicates. Mais du coup, là, on va bien parler de matériaux argileux qui rentrent dans la composition des tuiles et des briques. Donc, vous avez fait une thèse de recherche sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez étudié et quels sont, on ne va pas parler des résultats tout de suite, mais qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre, qu'est-ce que vous avez étudié et comment vous avez procédé? Alors, il faut replacer cette thèse dans le contexte de l'époque. Donc, ça me ramène des années en arrière. C'était en 2012. Et en fait, quelques années avant, il y a eu une grosse directive européenne qui visait à catégoriser un peu les matériaux et regarder le caractère renouvelable des différents matériaux pour les préserver, en tout cas dans la nature. Et les argiles ont fait partie de ces matériaux qui ont été déclarés non renouvelables. Vous imaginez bien l'impact que cette nouvelle a eu pour l'industrie des tuiles et briques. Et c'est ce qui a donné ce projet de recherche entre le CTMNC et Mines ParisTech, donc l'école des mines de Paris. Et du coup, j'ai commencé cette thèse en 2012 avec deux grandes questions. C'est d'une part, est-ce que cette matière première, les matériaux argileux, est une ressource renouvelable ou pas, et de quelle façon on pourrait substituer ce qui est prélevé en carrière pour la production de tuiles et de briques. Alors, on va commencer sur le premier. C'est renouvelable ou pas? Ça a été déjà, je me suis confronté à un problème, c'est que le caractère renouvelable d'une ressource, ce n'était pas défini. Donc il a fallu définir Il a fallu définir ce que c'est. Alors aujourd'hui, on ne définit pas une ressource renouvelable. En fait, il y a pour moi toujours pas de vraie définition. Donc pour moi, ce qui est renouvelable, c'est quelque chose que l'on va consommer, mais qui se produit naturellement dans une échelle de temps qui est compatible. En fait, si on en produit autant à l'échelle d'un territoire que ce qu'on consomme,
peut considérer que c'est renouvelable. Donc, l'argile utilisée par les industriels qui sont ici est-il renouvelable avec cette définition-là? En tout cas, à l'échelle du territoire français, oui, puisque finalement, on produit plus de matériaux argileux sur le territoire français que ce que consomme l'industrie des tuiles et briques. Alors là, il faut que vous nous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous aviez des slides. Alors, je sais que vous en avez, vous pouvez expliquer, parce que là, c'est là où ça devient intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Mais vous venez de nous dire qu'on a une affaire finalement à une matière renouvelable et qu'on produit plus qu'on en consomme. C'est ça? Exactement. Alors, déjà, une de mes premières activités pendant cette thèse, ça a été de définir qu'est-ce qui était consommé par l'industrie de la terre cuite. Alors, au niveau des volumes, on est de l'ordre de 5 à 7 millions de tonnes de matériaux argileux par an, en fonction des années et de la production. Mais donc cette matière première, elle est prélevée dans des carrières, mais ces argiles ne sont pas tout le temps les mêmes, n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Et il fallait définir un peu l'origine de cette argile dans chacune des carrières à l'échelle du territoire français. Alors, bon, cette diapo, elle est un peu barbare, mais en fait, on a 6 grandes familles de ressources pour ces matériaux argileux. J'ai été chercher à peu près toutes les carrières qui étaient exploitées par les industriels de la terre cuite les 5 grands groupes en 2012. Et je les ai répartis en 6 grandes familles. Et en fait, c'est l'origine des couches géologiques. Et j'ai remarqué que certaines de ces couches géologiques n'avaient pas la même origine géologique. Et notamment, on va avoir des couches géologiques qui se forment soit peu, soit pas dans le contexte climatique actuel, puisque par exemple, si vous regardez les familles des leuses et des terrasses, là, R2 et R3, c'est un contexte glaciaire sur les aires géologiques. On est tous d'accord que nous ne sommes pas en période glaciaire. Pas parti pour. Et vu la dégradation de l'environnement, on n'est pas prêt d'en avoir une. Donc c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables, en tout cas en tant que telles. J'ai aussi la première famille qui avait un potentiel qui était très limité, puisqu'en fait c'est des ressources, c'est des matériaux argileux qui sont très fins, mais qui sont finalement disséminés sur le territoire, donc le potentiel il était très limité. Donc là, les leuses et les terrasses, on n'est pas en période glaciaire, donc ça, c'était pas renouvelable du tout. J'ai la famille des altérites, ça, on en forme tous les jours en ce moment, mais en fait, c'est une formation qui est très lente, qui va se faire sur une épaisseur qui va être très fine par an. Donc le potentiel d'utilisation, il est très limité aussi. Il me restait les 2 dernières, les dépôts fluviolacustres et dépôts marins peu profonds. Et alors là, bingo, on en forme plein et on en forme actuellement. On en forme actuellement et beaucoup. Et beaucoup. Où par exemple? Alors, je vais y venir parce qu'en plus... Je suis trop curieux dès le début. C'est ça, j'y viens, mais très rapidement. Mais juste remarquez que ces 2 familles donc, qui sont de couleur bleue, ici, ça représente plus de 50% de ce qui est utilisé par l'industrie de la terre cuite en ce moment. Donc c'était plutôt un bon signal. Donc ça, en fait, d'un point de vue naturel, en fait, on va aller les chercher dans les rivières et dans les milieux marins peu profonds. Donc vous avez l'exemple d'une rivière un peu montagneuse et d'un estuaire où là, en fait, la mer est bien bleue, mais en fait, on voit l'argile, les matériaux argileux ressortir. On appellerait ça de la vase, mais je vous garantis que cette fameuse vase, pour l'avoir testée,
elle produit des jolies briques et bien rouges en plus. Donc c'était plutôt intéressant de ce côté-là, mais en plus en France, et du coup je vais répondre à votre question, Stéphane. En France, on exploite beaucoup nos côtes et nos cours d'eau pour différentes raisons, notamment produire de l'électricité avec les barrages hydroélectriques, les canaux, où là aussi on va avoir de l'accumulation. Et en fait, vous voyez cette première carte de France en haut à gauche, où vous avez une grande partie des barrages, notamment EDF, les petits triangles bleus, les grands canaux gérés par Voies navigables de France. Et c'est tout un tas de zones qui ont été impactées par l'homme pour des raisons économiques principalement. Et la deuxième carte de France juste à côté, c'est une carte, j'ai volontairement pas mis de légende, de titre à cette carte, puisque c'est l'aléa érosif en France. Donc plus c'est rouge, plus il y a de l'érosion. Donc plus il y a d'érosion, plus on a des chances d'avoir de l'argile. Et vous remarquerez qu'il y a des zones où il y a beaucoup de barrages, et ce sont des zones aussi où il y a beaucoup d'érosion. L'argile s'accumule derrière le barrage, c'est ça? Et du coup, l'argile s'accumule juste au niveau des barrages, notamment dans les Alpes. Et c'est une catastrophe aussi pour EDF, pour les citer, puisque en fait, plus ça s'envase, moins on va pouvoir utiliser ces barrages pour leur utilité. Donc est-ce que l'industrie de la tuile et briques pourrait utiliser ces argiles de barrage? Eh ben, c'était un peu l'idée d'aller voir. Alors, il y avait une thèse qui était en parallèle de la mienne entre EDF et l'université de Caen. Donc, eux, ils regardaient surtout, ils avaient les matériaux et ils cherchaient plusieurs filières pour trouver des solutions à l'utilisation de ces matériaux. Et puis, il y avait la mienne où finalement, on avait un besoin de matières premières pour la substitution et une filière qui pourrait potentiellement l'utiliser. Donc là, sur le petit diagramme en bas à droite, c'est en gros la répartition des 20 millions de mètres cubes par an, puisque c'est ce que je suis arrivé à cette estimation-là, d'accumulation de sédiments. Et on voit que finalement, il y a 10%, seulement 10% de cette accumulation, donc c'est les plaines d'inondation et les baies, un peu plus, non, ça fait pratiquement 21%, mais ça reste une part faible qui s'accumule dans les milieux naturels, mais finalement on a une grande, pratiquement 80% qui s'accumule dans des milieux qui sont anthropisés, et où finalement cette matière, elle devient contraignante pour les activités économiques, et potentiellement elle est déjà draguée. Donc ce serait intéressant de pouvoir l'utiliser. Oui, alors je vais prendre un exemple, bon, je vais en parler juste après, mais... Allez-y, parce que je vois que l'heure... Je suis désolé de vous presser un petit peu. Je vous parle du coup de l'exemple du bassin versant de la Seine. Alors à la partie amont de ce bassin versant, finalement il y a des taux d'érosion qui sont relativement moyens, mais surtout il y a peu de retenue, donc peu d'accumulation des sédiments. À part peut-être dans le bassin versant de Lyon, mais encore, les taux d'érosion sont tellement faibles que finalement c'était pas probant. Mais à la partie aval, d'un point de vue naturel, j'avais testé des sédiments du marais Vernier, et là il y avait un petit truc qui me disait que ça allait fonctionner pour faire des tuiles et des briques. Alors, j'ai fait tous mes tests matériaux au CTMNC. Le petit truc, c'était quoi? Le façonnage se faisait assez facilement. Les essais matériaux, tout ce qui est essai de cuisson, séchage, était plutôt probant pour aller vers la production en particulier de briques. Et surtout, vraiment à l'aval,
il y a le port du Havre, où en fait, bon, c'est très proche de la mer, mais c'est principalement des sédiments de la Seine qui s'accumulent à l'intérieur. Et on a 2 millions de tonnes de sédiments qui sont extraits du port par an et qui étaient alors en partie rejetés en mer. On parle de clapage, mais ça, c'est de plus en plus interdit de relarguer ces sédiments en mer. Et une grosse partie qui était stockée à terre en chambre de dépôt, qui à attendre. Je Qu'on ne lui sais trouve quoi. une utilisation. Donc là, alors de ces résultats-là, et sur l'après-thèse, est né un projet, le projet Cédric, qui visait justement à utiliser, en tout cas à tester la faisabilité d'utiliser une grande partie des sédiments du port du Havre pour l'industrie de la terre cuite. D'ailleurs, enfin, quand on parle de 2 millions de tonnes par an, pour rappel, l'industrie de la terre cuite utilise entre 5 et 7 millions de tonnes par an, donc c'est plutôt des chiffres importants. Donc ce que je retiens, c'est qu'au Havre, on a un gisement d'argile qu'on pourrait utiliser pour faire de la tuile des briques. Exactement, oui. Alors, De qualité. il reste plein de questions. Hein. Il y a les questions de l'acceptabilité sociétale, hein, d'utiliser finalement des sédiments qui viennent d'un port pour la production de bâtiments. Il y a l'idée de tester la pollution à l'intérieur et puis il y a aussi il y a des usines qui sont pas très loin, mais il y a quand même le transport, le stockage de cette matière qui sont des enjeux économiques assez importants pour la production. Merci. On a terminé? Oui, on a terminé. On a terminé. On va prendre le temps d'une ou deux questions. Et puis après, on parlera décarbonation. Est-ce que vous avez une question pour Frédéric? Bonjour. Merci pour votre intervention. Là, ma question, elle est liée au caractère non renouvelable de l'argile. Vous avez dit que ce caractère, on le saisit à travers la balance ou bien la quantité entre la balance entre la quantité produite, donc de production et de consommation de ce matériau. Est-ce que vous ne pensez pas que ce caractère de non renouvelable il est beaucoup plus lié à l'épuisement de la ressource même, ça veut dire la surexploitation d'un gisement jusqu'à son épuisement, et aussi à la réutilisation de ce matériau et la possibilité de retrouver ce matériau autre dans d'autres conditions dans la nature et le réemployer. Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que alors, la ressource argile a été déclarée non renouvelable par l'Union européenne parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais toutes les carrières qui sont, en tout cas qui étaient utilisées en 2012, sont des séries géologiques, des couches géologiques qui sont anciennes et qui sont composées de matériaux argileux. Mais c'est là où interviennent ces argiles qui sont finalement stockées dans des barrages, et dans les ports, parce que en fait, c'est de l'argile qui est très récente. Elle a à peu près les mêmes caractéristiques que ce qu'on peut retrouver dans des couches géologiques beaucoup plus vieilles. Et du coup, ces argiles qui sont finalement encombrantes d'un point de vue économique pour l'utilisation des barrages, des ports, c'est des déchets finalement. Et ça demande une utilisation. Et les utiliser pour produire des tuiles et des briques, ça a autant de sens, d'autant plus de sens qu'on ne va pas consommer justement ces couches géologiques anciennes dans les carrières classiques finalement. Donc, oui, en fait, c'est un peu un abus de langage en disant que
c'est exactement les mêmes argiles qui sont renouvelables, mais en tout cas, on a une ressource qui se produit et qui est utilisable en tant que telle. Écoutez, merci. Merci Frédéric. On va continuer. Vous pouvez l'applaudir Merci. parce que c'est un sacré boulot et c'est vraiment très intéressant.